Choisissez votre camp aujourd'hui avec Alain Touret, député maire PRG de Moult dans le Calvados. Je rappelle votre livre Lettre ouverte à Manuel Valls, Premier ministre, aux éditions Charles Corlet. Julien Rochdy, ancien directeur national du Front national de la jeunesse. Thomas Negaroff, directeur de recherche à l'IRIS, professeur à Sciences Po. Vous êtes également historien. Vous venez de publier Bill et Hillary Clinton, le mariage de l'amour et du pouvoir chez Talandier. Et puis on peut vous retrouver tous les jours sur France Info à 8h53. Et puis Dominique de Montvalon, rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Bonjour Dominique, la une du JDD hier, c'était risques et ripostes. Et puis des sondages qui évidemment ont fait couler beaucoup d'encre et que nous allons commenter. Les unes de la presse de ce matin, le Parisien cœur artificiel, la vie retrouvée. Vous l'avez entendu dans les journaux. Donc le patient du professeur Carpentier est rentré chez lui, il va bien. École La Gauche au défi de l'autorité, c'est la une du Figaro qui revient sur les annonces que fera Najat Vallaud-Belkacem jeudi autour des valeurs de la République. Là, la une de 20 minutes antiterrorisme, l'union à l'unisson, point d'interrogation. 20 minutes qui s'interroge sur effectivement cette union, en tout cas au niveau européen. Est-ce qu'elle existe? Et puis à la une de Libération, le FN en embuscade. Libération qui consacre tout un dossier au Front National et à Marine Le Pen qui, selon Libération, n'a pas su profiter ou n'a pas su en tout cas se positionner comme dirigeante dans cette tragédie des assassinats qui ont eu lieu il y a une dizaine de jours. Le hors-série de Libération, Nous sommes Charlie pour l'histoire, 48 pages. Et puis l'opinion, la France dans un monde qui n'est pas Charlie. Ça rejoint le débat que nous avions juste avant le journal. Cette France qui n'est pas Charlie, qui manifeste depuis quelques jours. Ce matin et à l'instant, l'Afghanistan demande à ce que l'ambassade de France à Kaboul soit fermée et à ce que la France présente ses excuses aux pays musulmans. On va évidemment revenir sur les sondages autour de François Hollande. Cette position des pays arabes va être très compliquée à gérer pour la France, Dominique de Montvalon. Écoutez, d'abord, vous savez, quand vous posez cette question, je repense, il est encore temps de le redire. Oui. Je repense à Charb, qui était combien de fois votre invité ici et que nous côtoyons dans votre émission. Juste derrière, à 20 mètres, il y avait... attendant de le retrouver à l'issue de l'émission, les deux policiers gardes du corps, dont probablement l'un des deux qui est aujourd'hui il y en avait mort. 4, ils se relayaient, mais il y en avait deux. Oui, mais il y en a... Oui. Enfin bon. Oui. Donc c'est difficile de parler de ces choses-là. Demander des excuses à la France est grotesque. C'est pas le gouvernement français, ni d'ailleurs l'opposition, ça va sans dire, qui est rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Alors comme ça a été dit tout à l'heure, je dirais... Charlie Hebdo, c'est totale liberté. Ça doit être aussi totale responsabilité à chacun de l'apprécier en responsabilité. C'est pas seulement dans ces périodes-là que ce registre-là prévaut. Je pense donc vous êtes sur la ligne d'Alain Touret, c'est oui mais... Je veux très volontiers me ranger derrière Alain Touret, que j'écoutais juste avant notre discussion plus collective. Oui. Si vous voulez, dans cette histoire, on n'est pas obligé, il faut défendre, et surtout compte tenu du contexte et de ce qui se passait, qui nous poigne encore, il faut défendre totalement la liberté d'expression, la liberté de provocation, la liberté de Charlie Hebdo, qui était effectivement presque à l'agonie journalistiquement avant le massacre, de pouvoir durer et perdurer. Mais enfin, Charlie Hebdo, c'est pas le journal officiel de la France. Non. Il faudrait que ce soit compris partout comme tel. C'est ce que je disais. Oui, c'est ce que disait Julien Rochdy également. Bon, je ne cherche pas la fausse synthèse. Mais... Non, mais Thomas Negaroff, votre vision à vous d'historien? Peut-être un peu plus radicale, dans la mesure où, à partir du moment où, alors on peut débattre, mais à partir du moment où il y a un mais derrière, c'est qu'en réalité, on ne défend plus la liberté d'expression telle que la République la pense, quoi. Donc c'est quand même extrêmement difficile. Alors j'entends évidemment les arguments, mais on n'est pas non plus obligé de tomber dans la logique de fanatiques du Niger qui utilisent cette question pour aller brûler des églises, ou des églises non pas tenues par des Français, mais des églises chrétiennes,
dans un pays qui est aujourd'hui extrêmement traversé par des tensions. Donc, est-ce qu'on doit rentrer dans la logique de ces gens-là, ou au contraire affirmer nos valeurs? Alors, je sais bien, il y a un principe de responsabilité, mais est-ce qu'on doit rentrer là-dedans? Et puis, quand vous dites au début, est-ce qu'on doit s'excuser? Oui. Enfin, est-ce qu'on demande aussi à tous les pays du monde qui ne respectent pas ouais. les droits des femmes de s'excuser auprès des femmes du monde entier? Ouais. C'est quoi cette histoire où on devrait nous défendre de notre modèle, nous défendre, nous excuser de ce que nous sommes, puisqu'on est tous autour de ce plateau aussi pour, je crois, en tout cas je le pense, défendre des valeurs qui sont celles de la liberté, des libertés d'expression, et personne ici et personne ne pense évidemment que Charlie Hebdo, c'est toute la France et que tout le monde se marre en regardant Charlie Hebdo. C'est pas ça le sujet, évidemment. Sauf que quand vous voyez les images, ils brandissent non à Charlie, à bas la France. Enfin, c'est d'une bêtise incommensurable. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est très compliqué, mais où ça va être compliqué aussi à gérer pour la France, même vis-à-vis des États-Unis. Quand on voit que Barack Obama dit, il reproche aux Français, il leur a fait la leçon aux Européens en disant nous on a réussi l'intégration. Enfin, c'est pas la même chose. Il parle lui de l'intégration des musulmans et c'est d'ailleurs un débat intéressant, à mon avis, peut-être plus intéressant encore que le précédent. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait des minorités, qu'est-ce qu'on fait des musulmans de France, qu'est-ce qu'on fait de l'islam de France, de l'islam en France. Ça, c'est des débats, à mon avis, d'aujourd'hui, peut-être davantage encore, de savoir les répercussions et surtout l'utilisation que font certains groupuscules, parce que effectivement, je crois que c'est pas la majorité des pays musulmans, la majorité de la rue musulmane qui est aujourd'hui dans la rue pour brûler des drapeaux français. Enfin, il faut aussi peut-être remettre ça à sa place, quoi. Oui. Alain Tourret. Il est vrai qu'on n'a pas du tout à exprimer des excuses ou des regrets ou quoi que ce soit. Le gouvernement français n'a pas à s'excuser pour une ligne éditoriale, dans un éditorial ou dans une caricature. C'est bien certain. Et en plus de ça, ces pays qui l'exigent, ce sont des pays qui condamnent à mort les homosexuels. Voilà. Ce sont des pays qui sont le plus souvent théocratiques. Ce sont, qu'est-ce que nous avons à voir avec leurs propres valeurs universelles? C'est tellement à l'opposé de nous. Alors, ceci étant, on est dans un concert des nations, et on doit traiter avec eux, mais jamais avec eux, baisser la garde, bien évidemment, jamais. Alors, baisser la garde, c'est le 8 mai, c'est la responsabilité. Non, j'appelle les Français, moi, à faire attention. Encore une fois, un droit et l'abus de ce droit, c'est pas la même chose. Si on veut garder des droits absolus, il ne faut pas en abuser. Chacun peut le comprendre. Mais est-ce que quand on réfléchit, encore une fois, et qu'on voit ces images absurdes de ces types qui brandissent, qui brûlent des drapeaux français en disant « Ah bah Charlie », et je repense à ce que disait Luz la semaine dernière, il disait « On est un fanzine, on est un putain de fanzine », pardon de le dire comme ça, mais c'est un petit journal qui tirait à peine 30 000 exemplaires, qui fait un dessin. Oui, mais évidemment, parce que ce qui se passe en fait, c'est que c'est complètement utilisé, instrumentalisé à d'autres fins. C'est-à-dire que la situation géopolitique ça a été aussi instrumentalisé en face par nous. C'est là le drame, c'est que je crois que on touche quand même un point important, c'est que il y a une ambiguïté quand même autour de ce slogan « Je suis Charlie ». Il a été fait comme ça, on ne reviendra pas là-dessus. Moi, je pense qu'on aurait mieux fait de dire « Nous sommes liberté ». Voilà. Et d'ailleurs, personne ne nous aura attaqué sur ce principe-là. Le problème de ce slogan « Je suis Charlie » et toute la récupération qui a été faite derrière par toutes les institutions, par toutes les forces officielles du pays, fait qu'aujourd'hui, justement, un certain nombre de pays dans le monde, un certain nombre de musulmans considèrent que la France, c'est Charlie Hebdo. Et ça, c'est dangereux parce que ce n'est pas le cas. Oui, enfin, la France autorise ces caricatures. C'est quand même ce qu'on reproche à la France aujourd'hui, sans parler de la ligne éditoriale. Ça fait longtemps que la France, ça fait longtemps que la France a la liberté d'expression. Ça fait longtemps, justement, depuis Voltaire qui attaquait Mahomet, les musulmans ne se réveillaient pas tous les 4 matins pour demander à ce que la France s'excuse parce que Voltaire est au Panthéon. Donc, si aujourd'hui, ça prend cette ampleur-là, c'est précisément parce qu'il y a eu une identification trop forte de la France officielle avec Charlie Hebdo, avec cette ligne éditoriale qui n'est pas la mienne et qui n'est sans doute pas celle de la France. Dominique de Montvalon. Non, on est dans une situation exceptionnelle qui oblige chacun, c'est d'ailleurs globalement le cas en France aujourd'hui, à se hisser à un niveau supérieur. Et l'observation, je le dis avec mesure parce que ça pourrait paraître d'une prétention sans limite, ce n'est pas en tout cas dans ma tête. Ça doit être le cas aussi de la rédaction en chef de Charlie Hebdo. Parce que, d'une part, Charlie Hebdo est quand même actuellement, le dernier numéro est en train d'être tiré à 7 millions d'exemplaires. Ouais. Donc le fanzine en question, c'était la réalité d'avant, ce sera peut-être la réalité d'après-demain. Ouais. Aujourd'hui, c'est une réalité qui légitimement peut être interprétée comme quelque chose d'un peu plus qu'un simple fanzine. Et puis, la deuxième chose, c'est que, encore une fois, on est mal à l'aise, mais je suis mal à l'aise, pardon. Mais je le dis parce que je le ressens. Il est commode de dire
je l'ai dit, vous l'avez dit, évidemment non aux exigences qui sont portées par des pays qui feraient bien de regarder ce qu'ils font ou ne font pas chez eux. Mais on sait aussi que sur un mode heureusement plus modéré, il y a une forme de malaise chez une partie des Français et de nos compatriotes musulmans, peut-être quelques autres aussi d'ailleurs, mais enfin bon. Et donc, peut-être c'est plus commode de répondre non à l'Arabie Saoudite, mais on est plus responsable de voir ce que pensent un certain nombre de Français qui ne sont pas contre la liberté. Je ne parle pas des fondamentalistes et des ultra-islamistes, mais qui se posent des questions et qui donc, en résumé, vivent de façon sans comprendre, comme une forme. Ils ont tort, mais c'est comme ça, comme une forme. C'est ça la politique. Ils vivent comme une forme d'agression contre leurs valeurs culturelles et leur religion. Si on pousse la logique à son terme, en fait, on arrive dans un modèle très américain en réalité, où vous évoquiez tout à l'heure effectivement la liberté d'expression absolue, mais la contrainte permanente et l'autocensure permanente qui vise à ne surtout pas vexer que l'autre pourrait considérer comme étant vexant. Et là, on rentre dans l'appréciation, et regardez la liberté d'expression aux États-Unis, c'est en fait une plaisanterie. C'est-à-dire que bien sûr, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Ils sont dans un autre modèle communautariste. Voilà, et c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut faire de notre République. Je suis à titre de simple citoyen pour la reconstruction d'une République qui corresponde à liberté, égalité, fraternité, et on s'en est éloigné. Laïcité, mais ça n'existe pas, la liberté totale, ça n'existe pas. Je suis mal à l'aise quand c'est la liberté et la responsabilité. Oui, je suis mal à l'aise parce que quand on dit ça, on dit vous dites mais, donc vous êtes pour l'autocensure. Non, il n'y a pas de cas où la liberté s'exerce, on se retrouve à trois, on peut pas dire ce qu'on veut. On écrit n'importe quoi. Mais en France, la liberté est extrêmement limitée par la justice, par le droit. Non. Excusez-moi, si là je fais l'apologie du terrorisme, je vais en prison si je nie les crimes contre l'humanité. Vous permet de provoquer qui vous voulez, vous permet de diffamer qui vous voulez, vous permet d'insulter qui vous voulez, la diffamation, à condition de rapporter la preuve des faits diffamatoires. Mais vous serez puni par la loi. Non, pas du tout. Vous avez le droit de diffamer en France, personne ne le sait. On a le droit de diffamer, c'est un droit absolu, à condition de rapporter la preuve des faits diffamatoires. Ah bah oui. Évidemment, à condition de rapporter la preuve des faits diffamatoires. Et vous dites à condition, c'est qu'il n'y a plus de liberté absolue. Si, c'est une liberté. Il y a quelque chose d'un peu inadmissible, parce que j'ai entendu de ce que vous venez de dire, que les Français se disent aujourd'hui, il faut faire attention, je coupe aller à la liberté d'expression, il faut quand même avoir une responsabilité, faire attention. Ce serait de la peur aujourd'hui, parce que moi, Charlie Hebdo, je veux dire quelque chose, je vomissais Charlie Hebdo depuis des années. J'ai l'impression qu'il m'agressait, qu'il me diffamait. Voilà. Il me diffamait, il m'attaquait. Pourtant, je ne voulais pas leur tirer dessus ou je ne voulais pas les interdire. Donc, si aujourd'hui, certains Français considèrent qu'il faut faire attention, ce sera juste un symptôme de la peur. Donc, pas de mais aujourd'hui, parce que ça voudrait dire qu'on cède aux pressions islamistes et qu'on cède à la peur. Donc, je crois que ce débat ne doit absolument pas avoir lieu en France aujourd'hui. Moi, j'avais une sympathie totale pour eux. Ça ne m'étonne pas. Moi, il y a un anarchiste qui sommeille et je me retrouvais dans... C'était un bonheur absolu que de les lire. Moi, je préférais Harakiri. Voilà. L'esprit Harakiri m'était un peu plus drôle. Un peu disparu depuis un petit moment. Oui, c'était pas très loin quand même. C'était un petit peu les mêmes. Alors, écoutez ce que disait François Hollande hier lors de ses vœux à Tulle à propos donc de cette France unie. Nous sommes un seul pays, un seul peuple, une seule France. Une France sans distinction de religion, de croyance, de sensibilité. Une France ardente face à celles et ceux qui veulent nous installer je ne sais quelle guerre de religion en notre sein. Voilà. Est-ce que ça veut... François Hollande. Oui. Julien Rogier. C'est des bons mots, il ne peut pas dire autre chose. Oui. Mais il dit quelque chose d'important aussi. Il ne dit pas que ça, il dit aussi qu'il y a derrière certainement des gens qui veulent diviser la France. Et précisément... Les djihadistes qui vont attaquer un symbole aussi fort que Charlie Hebdo, surtout sur une question aussi sensible que celle de la représentation du prophète, forcément, ça met en porte-à-faux des tas de musulmans plutôt modérés. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que rappeler cette unité, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais ce sont des incantations.
Le problème actuel, c'est quoi? C'est que les manifestations pour Charlie, ça a été révélé par les journaux, beaucoup en ont parlé, au moins la vérité se fait jour aujourd'hui. Il y avait très peu de musulmans, en réalité, et très peu de gens venant des quartiers populaires qui étaient dans ces manifestations. Deuxièmement, le nombre de minutes de silence qui ont été embêtées par des Allahu Akbar ou des provocations, il y en a eu plein dans de nombreuses écoles, même Najat Vallaud-Belkacem en a parlé. Donc cette France est divisée, qu'on le veuille ou non. Alors on peut dire, comme François Hollande, tout va bien, nous sommes un pays unis, tous ensemble. C'est faux, le pays est divisé. C'est un appel à l'unité. Il dit pas, c'est pas un constat d'unité. Il dit la France bien sûr, oui, mais c'est un appel d'unité. C'est un bon mot, c'est gentil, je suis d'accord. Il ne peut dire que ça, mais à nous de réfléchir sur la réalité de cette formule-là. Pas du tout. Il s'exprime, il représente la République. Mais bien sûr. Et la République qui est atteinte dans ses plus grands symboles. Oui. Le symbole de la presse, c'est-à-dire la liberté. Le symbole également des forces de l'ordre, parce que c'est eux, c'est-à-dire la sécurité, ceux qui assurent la sécurité, c'est la première des libertés. Et je suis intimement persuadé que la prochaine fois, ça sera les institutions qu'ils vont attaquer. Ils vont attaquer l'Assemblée, le Sénat, je ne sais quoi, comme ça s'est déjà fait, comme on en a déjà eu. Je suis intimement persuadé de cela. Mais une seule France, c'était là-dessus que j'ai... Il a raison de le dire, mais est-ce que c'est vrai? Nous, on doit réfléchir là-dessus. Malheureusement, je crois que non. Une seule France? Non, mais moi, je suis encore aujourd'hui, et sans angélisme et sans naïveté, marqué formidablement par ces manifestations du samedi et du dimanche où 3-4 millions de Français, dont beaucoup n'ont pas l'habitude d'aller manifester dans la rue, ont marché dans la rue. Et je veux bien qu'on dise qu'il y a des divisions, il y en avait avant, il y en a toujours. Moi, je dis qu'il y a une diversité française et qu'il y a par ailleurs une crise de la société française. Mais au moment où 3 à 4 millions de Français sont capables de descendre dans la rue et de se regrouper avec l'idée on va vivre ensemble, la Marseillaise c'est beau, la France ça mérite d'être défendue, les 3 couleurs, liberté, égalité, fraternité. Je suis surpris, pas surpris, mais en tout cas, je ne partage pas du tout votre façon de faire qui consiste à insister sur le fait, mais on est divisé. Bien sûr qu'on est divisé, on est divers et tout, il y a des contradictions. Non, c'est pas ça qui doit être dit aujourd'hui. Entre le principal et l'accessoire, le principal, c'était la réunion de tout le monde. Il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire vis-à-vis de cette réunion? Moi, j'ai l'impression que l'officiel est en train de dissimuler la réalité. Il faut s'arrêter, on va revenir sur ce débat tout de suite après le rappel des titres. À tout de suite. Voilà, 21 points de plus donc pour le président de la République. C'est du jamais vu. En ligne avec nous, Bruno Jeudi, chef du service politique de Paris Match. Bruno, bonjour. Bonjour Valérie. C'est un sondage IFOP Sud Radio Paris Match. Que nous apprend ce sondage plus particulièrement? Alors, comme vous le disiez à l'instant, il fait un bond effectivement de 21 points, passant ainsi de 19% qui était sa cote de satisfaction. Alors il faut bien regarder que la question, ce qui est posée depuis 15 ans dans le cadre de ce baromètre mensuel, c'est approuvez-vous l'action du président de la République? On la pose chaque mois et ce mois-ci, il était à 19% au mois de décembre, il passe à 40 pour ce mois de janvier. L'enquête a été réalisée vendredi et samedi, c'est-à-dire qu'elle embrasse toute la séquence depuis l'attentat du Charlie Hebdo, la marche, et la semaine dernière, plus politique, avec notamment le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale et les enterrements des différents journalistes, policiers et victimes des attentats. 21 points, c'est effectivement un rebond historique. Pourquoi? Parce qu'on a fouillé hier soir dans les archives de l'IFOP et il faut remonter à 1991 lorsque François Mitterrand avait lancé la première guerre du Golfe. Il avait gagné 19 points entre janvier et mars 91 sur donc 2 mois, alors que là, François Hollande gagne 21 points et il n'y a pas d'équivalent dans cette hausse. Il revient à la popularité qu'il avait à la fin de l'année 2012. Manuel Valls également profite de tout ce qui s'est passé. Plus 17 points pour Manuel Valls. Oui, plus 17 points. Donc il atteint 61% de taux de satisfaction de la part des Français.
Ce qui est intéressant avec le Premier ministre, c'est que d'abord 61%, c'est très très élevé pour quelqu'un qui est à Matignon depuis 10 mois. Donc en général à Matignon on commence à chuter puis on remonte jamais. C'est la théorie du fusible dans la 5e. Donc il remonte. Et puis il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a une question qu'on pose chaque mois sur est-ce que vous souhaitez que les personnalités politiques jouent un rôle important à l'avenir. Et là, Manuel Valls recueille 71% d'approbation sur cette question-là, ce qui montre que sans doute que son discours à l'Assemblée nationale et au-delà les discours qu'il a tenus sont plus imprimés que ceux de François Hollande, qui lui était plutôt dans le registre présidentiel, compassionnel. Tous ses discours étaient plutôt tournés vers ces axes-là, que Manuel Valls, qui lui a tenu des discours plus politiques, et il a mis des mots sur les mots MAX révélés par l'électrochoc de Charlie Hebdo. Merci Bruno Jeudi d'avoir commenté ce sondage donc à lire dans Paris Match sur votre site internet. Et puis je signale que Frédéric Dabi, donc le président de l'IFOP, sera chez Bénédicte Le Châtelier dans le 12-14. C'est 21 points. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est pas normal finalement? Approuvez-vous l'action du président de la République? Oui. Oui, alors effectivement, parce que quand on pose une question, on est dans un contexte du moment. Les gens ne pensent pas moins peut-être à la loi Macron, moins au chômage, moins aux difficultés, moins au déficit, moins aux dettes, bien sûr. Mais quand on regarde un peu historiquement, en 1995, il n'y a pas eu d'effet comme ça pour Jacques Chirac, par exemple, lors de la précédente grave période d'attentats en France. Il n'y avait pas eu ça. Et puis même, pire encore, ça avait fini catastrophiquement, parce que souvenez-vous, en 1995, c'était les grandes manifestations, les grandes grèves de la fin de l'année. Donc oui, non, c'est effectivement intéressant. Et là, Bruno Jeudi évoquait le précédent Mitterrand en 1991. Moi, ça me rappelle aussi George Bush, père, au moment de la guerre en Irak. Il avait atteint 92% d'opinion favorable. Ça ne l'avait pas empêché de perdre l'élection présidentielle après. Donc, vous voyez, effectivement, c'est un moment donné, intenté. Il y a effectivement eu quelque chose d'impressionnant qui s'est passé autour de sa personne. Tout le monde reconnaît qu'il a été plutôt bon, qu'il a été rassurant, qu'il a trouvé les mots, qu'il a trouvé du sens à tout ça. Reste effectivement, si vous évoquez le moyen et le long terme, là on ne sait pas trop parce que ça s'est joué en très peu de jours. Voilà, on va revenir très vite sur des questions, en tout cas on peut l'espérer, sur des questions économiques et sociales. Et là, il risque d'y avoir effectivement des déconvenus. Il va redevenir un président normal. Il y a des chances. Bien. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas qu'une séquence, c'est 3 séquences. Et de ce fait, les conséquences ne seront pas les mêmes. S'il n'y avait que l'attitude du président, je pense qu'effectivement, il y aurait une redescente très rapide. Mais il y a eu l'attitude du Premier ministre. Son discours à l'Assemblée, extraordinaire. Extraordinaire. Un grand discours d'orateur. Un grand discours d'un républicain passionné, qui était, il n'y a pas si longtemps encore, espagnol et qui est français. Et qui a attaché par toutes les fibres de son corps à la laïcité, à la République. À 2 reprises, toute l'Assemblée s'est levée. Vous savez, on est quand même très divisé entre la droite et la gauche à l'Assemblée. À 2 reprises. Toute l'Assemblée s'est levée à la fin et ensuite a chanté la Marseillaise. C'est un moment extraordinaire. Jamais ça s'est vu en dehors de Clémenceau, peut-être en 1918, mais il faut remonter à 1918 pour trouver un moment d'unanimité pareil. Et puis il y a la loi Macron. Ça, c'est sur l'économie. Un jeune ministre vient de se révéler. Il est remarquable. Voilà ce que je peux vous dire. Je viens de passer avec lui 8 jours à raison de 16 heures par jour, puisque je suis l'un des rapporteurs de la loi. J'ai là cette loi. Elle va changer l'état de la France. Et immédiatement, il va y avoir, grâce à elle, un rebond en termes de produit national, en termes de richesse. Donc vous dites que cette popularité va durer parce que la France va changer. Elle va durer et je pense véritablement que les choses ont changé. Et que ceux qui n'ont pas compris que les choses avaient changé, ils se trompent. Je ne sais pas, Julie Régime. Sur J'ai trouvé François Hollande bon. Non, oui. Est-ce que qu'auriez-vous voté Est-ce que vous approuvez l'action du président de la République Qu'auriez-vous répondu au sondage? En fait, je crois qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui de voir un François Hollande qui fait que des bêtises dans chaque circonstance et qui n'habite pas le costume présidentiel que pour une fois qu'il ne fait pas trop de bêtises, qu'il n'en fait pas d'ailleurs, pour le coup on peut le dire, eh bien on le trouve extraordinaire. Je trouve qu'il n'a absolument rien fait de formidable, rien de fait d'extraordinaire. Je pense que les Français se tournent de manière mécanique vers l'autorité suprême de l'État en des périodes de tragédie. Et je crois que n'importe quel pantin dans le costume présidentiel lui fait l'affaire. Donc là, François Hollande n'a pas fait de bêtises. Alors on est tous là émerveillés parce que pour une fois il n'a pas fait de bêtises. Mais c'est juste ça. Dominique, vous ne semblez pas partager cet avis. Mon voisin
en disant n'importe quel pantin dans le costume présidentiel aurait Je fait crois. l'affaire je l'imagine, enfin je veux le croire, a eu des mots qui dépassent sa pensée. Non, je le crois vraiment. Il y a un peu de limite sémantique et politique. En quoi il Alors, a je été réponds bon, à votre justement, question. Je réponds, oui, déjà, sur ces... non, je réponds oui. à votre question. Alors, au passage, plus vous êtes bas, c'était le cas de François Hollande, plus le rebond, quand il se produit, est vertigineux et spectaculaire. C'est un rebond complètement mérité. Est-ce qu'il durera? On verra. Mais complètement mérité. Il a su, vis-à-vis de l'opposition, avoir les gestes qui correspondent à sa volonté affichée. Encore fallait-il que ça suive. Eh bien, ça a suivi d'union nationale. Et je dirais que, s'agissant de François Hollande, que la situation qui est la sienne aujourd'hui l'oblige. Il faut maintenant qu'on ait le nouveau, il faut dans l'intérêt de la République qu'on ait le nouvel Hollande, hein, et que ce ne soit pas une phase transitoire qui d'ailleurs est impressionnante et qui était absolument nécessaire. Je m'interroge quand même, mais on verra. Et alors je voudrais dire, dans la foulée de ce qu'a dit, si je puis me permettre, Alain Touré, j'étais à l'Assemblée l'autre jour, c'est vrai, quoi qu'il en soit, que le discours de Manuel Valls est impressionnant. Et il fera date dans l'histoire de la Ve République. Et je ne veux pas paraphraser, je le fais juste sur un point, paraphraser ce qu'a dit Alain Touré, que la totalité, sauf les deux représentants associés au Front National, la totalité de l'Assemblée, spontanément, entonne la Marseillaise et ensuite, par deux fois, dans l'hommage aux forces de l'ordre et globalement face à ce discours républicain, qui devra être suivi d'actes, c'est tout le problème. Hein. Bon, mais se lève, on est rentré dans une autre époque. Et là aussi, ça oblige politiquement et psychologiquement, mais je ne suis pas devenu angélique, naïf, etc. Et puis, alors, attendez, je vais vous dire une dernière chose moi, j'aime bien quand alors je dis le peuple, ça peut aussi être les élus de la République, mais je pense le peuple, alors dans les manifestations de l'autre dimanche, j'aime bien quand tous les pronostics affirmés, répétés, assénés sont battus en brèche et que quelque part, tous ceux qui pensent bien, tous ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale et parfois médiatique sont démentis. La foule, les 3 à 4 millions, démentis, vertigineux, parce qu'ils chantaient la Marseillaise, parce qu'ils avaient envie de la République, parce qu'il y avait quelque chose dans l'angoisse de fraternelle. Et puis là, quelque part, je vous dis, c'est autre chose, hein, mais ces sondages, ce ne préjugent absolument pas de ce que sera l'élection présidentielle. Mais voilà, c'est la sanction inattendue. Oui. Spécialement pour tous ceux qui avaient expliqué que Hollande c'était archi-fini. Ils recommencent les mêmes erreurs. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire l'inverse en disant ça y est, Hollande, c'est le nouveau Hollande on tombe dans l'extrême inverse. Oui, voilà. Là, je rejoins tout à fait. Mais la question que posait Julien Rogy, certains se la posent tout de même en disant... Il a fait le minimum de ce qu'il pouvait faire. Moi, je vois pas ce qu'il a fait d'exceptionnel, je suis désolé. Je suis désolé, en toute objectivité, c'est pour être méchant, Il ne s'agit pas d'être exceptionnel, mais... Il n'a pas fait de bêtises. Oui, mais alors c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour lui, c'est sûr. Non, mais pas pour lui, mais c'est ridicule de dire ça. C'est pas mal déjà parce que c'est pas mal par rapport à ce qu'auraient pu faire d'autres présidents dans une situation pareille, ou d'autres personnes que vous avez par exemple soutenues et qui auraient pu se retrouver à sa tête et qui auraient fait des amalgames. On peut imaginer très bien ce que ça aurait pu être quand on entend ce que dit l'opposition aujourd'hui. Donc je crois qu'il a été dans sa position de refuser tout amalgame, de rappeler les règles, de rappeler les principes, avec effectivement le grand discours de Manuel Valls. Effectivement, ils fonctionnent bien ensemble. Il y a eu des choses de rappeler et surtout, ils n'ont pas joué au cow-boy. Je rappellerai, il y a une troisième personnalité qu'on n'a pas évoquée, c'est Bernard Cazeneuve. Oui. Et je trouve que Cazeneuve, il a fait tout à fait le contraire de ce qu'a pu faire même Valls, ministre de l'Intérieur, et encore plus Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Il n'a pas du tout tiré la couverture vers lui en disant qu'il n'a jamais parlé de lui, il a parlé de la France. Encore heureux. Oui, mais d'accord, mais d'autres auraient pu. C'est ça ce qu'on appelle ne pas faire d'erreur. Et voilà, un pantin à la place de ça. aurait dû être en prison. Il a été sorti à cause de la loi Dati, la loi Taubira. Je veux dire, il y a eu des erreurs faites par l'État. Il aurait fallu en plus qu'ils disent, vous voyez comme on est fort. Non, heureusement qu'ils ont fait un peu tête basse. Sauf que dans d'autres histoires précédentes, on a très bien vu des gens faire ça et le faire régulièrement et amalgamer et essayer d'en tirer un profit. Amalgamer, c'est bien gentil, d'accord. Ils n'ont pas fait d'amalgame. Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'on se paye de mots. Dans cette histoire, on se paye de mots. Voilà, on se paye de mots. On est tous contents. Il y a eu le 11 janvier, il y a eu ce discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, tout le monde est là, la France unie, la France machin et tout. Les propositions, c'est quoi? Ce qu'a proposé monsieur Manuel Valls, il n'y a aucune des propositions qu'il a faites, aucune, à part les grands principes, très beaux, on est tous d'accord, les grands principes, la France, la liberté, machin, très très bien. Mais le fond,
Il n'y a rien du tout. Rien de ce qu'il a proposé aurait pu empêcher ce qui s'est passé. Il n'y a pas de plan de désarmement des banlieues. Il n'y a pas une remise en question de l'ouverture totale des frontières aujourd'hui. Il n'y a pas une vraie réflexion sur l'école, sur l'assimilation. Il n'y a pas une vraie réflexion sur l'immigration qui est encore béante à hauteur de 200 000 personnes qui rentrent par an en France. Il n'y a rien de fond. Donc, comme l'a dit d'ailleurs monsieur Touré ici présent, on s'expose à être à nouveau frappé, on le sait. Et finalement, on est tous là. Alors certes, on est tous contents, c'est une belle comédie, on est tous contents, on est tous Charlie, on est tous machin. On fait les grands principes, il y a un grand discours de Manuel Valls où il fronce les sourcils et il montre à quel point la France est forte. Mais derrière, il y a quoi? Et c'est pour ça que les Français ont peur, et je crois que ça continuera. Alors là, ils sont rassurés un petit peu vite fait, même pas rassurés, parce que vous avez vu la consommation d'anxiolytiques qui a pris 20% la suite, j'ai vu ça. Dans le Figaro hier. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on se paye de mots, on est tous là, on fait une comédie, la France est belle, la France est laïque, la France est forte, mais dans le fond, il n'y a rien. Il y avait des risques. Le premier risque, c'était de stigmatiser deux communautés. La communauté juive d'un côté, la communauté musulmane de l'autre. C'est la priorité. Et l'une et l'autre se sont retrouvées parfaitement dans le cadre des discours qui ont été prononcés. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'étais très inquiet pour la communauté juive. Je le dis très franchement, très inquiet. Et j'ai reçu tout un certain nombre de lettres qui ont été adressées à Manuel Valls après son discours. Je pense que désormais, ces deux communautés vont avoir confiance à nouveau. Deuxième chose, fallait-il un Patriot Act du modèle américain? Certainement pas. Et on avait la possibilité de lâcher là-dessus. Je ne suis pas persuadé que si M. Sarkozy avait été au pouvoir, on n'aurait pas rebondi immédiatement dans une nouvelle loi répondant à l'émotion et disant on va faire ci, ceci. Non. On a un corpus législatif qui est bien suffisant actuellement. On a la possibilité de renforcer tel ou tel aspect, bien sûr. Mais on a aussi, en matière budgétaire, la volonté de renforcer le budget du ministère de l'Intérieur et celui de la Défense. Et ça, il faut qu'on en prenne compte. C'est celui qui saignait à blanc depuis des années. Ça, il faut le faire. Ça, c'est quelque chose celui que vous avez baissé depuis des années, c'est ça? Non, on ne les a pas baissés, on les a augmentés. Non, on les a augmentés. Et on a augmenté en particulier le nombre de policiers et de gendarmes en France. Écoutez, ça nous a été suffisamment. Oui, c'est vrai que l'UMP en a viré 13 000, vous avez légèrement augmenté. Ils en avaient supprimé plus de 10 000, et nous on en augmente déjà plus. Enfin bon, année après année, on les augmente. Non, ce qu'il faut, c'est se rappeler que la France doit lutter avec les armes du droit. Moi, quand j'ai entendu Mme Marine Le Pen hésiter sur la torture, quand j'ai entendu mon collègue Collard dire « oui, la torture, il la faut », quand j'entends le Front National qui dit « on va essayer de voir si on ne peut pas refaire un référendum sur la peine de mort », tout ça, je dis non, jamais. Voilà. Moi, je tiens à mes règles républicaines, je veux y rester. C'est à travers elles que je vais pouvoir lutter contre les fanatismes. Oui, alors allez-y. Puis, oui. Moi, je voudrais juste un petit post-scriptum en marge de ce que vient de dire Alain Touré. Je suggère, peut-être ne serais-je pas entendu sur ce point-là, qu'on veuille bien éviter de façon mécanique de donner un coup de taloche dans le contexte actuel à Nicolas Sarkozy. Il est ce qu'il est. Il n'est pas exactement à gauche, mais il a contribué. Oui, c'est pas une découverte. Bon, et il a contribué. Non, mais je le dis parce que j'entends ça dans tous les débats. Et Alain Touré, lequel sont la plupart des points, je suis d'accord. Pas hésiter au passage en disant si Nicolas Sarkozy avait été au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. Bon, on verra, on verra pas d'ailleurs peut-être. Bon, etc. Il a contribué à ce que la droite républicaine joue le jeu. C'est un choix stratégique, c'est un choix de fond. Joue le jeu de l'Union nationale, répondant en cela à une démarche du président de la République qui est une démarche intelligente et responsable. Bon, alors après, il sera temps de revenir au conflit. Donc, je veux dire, c'est assez frappant que chaque fois, oui, il aurait pu faire ci, il n'a pas fait ça. C'était pour expliquer. Il s'appelle Sarkozy, d'accord. Oui, mais l'exemple était pour expliquer en quoi François Hollande avait su gérer cette crise. Derrière les sondages, il y a deux visions, deux approches possibles de la crise. Peut-être la Patriot Act est pour l'instant de côté, peut-être définitivement. Mais oui, on s'apercevra qu'il y a une vision, résumons, de gauche et une vision de droite de la crise très grave. Mais ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est la redécouverte par la gauche et par la droite qu'il y avait la nécessité de faire bloc
sur la défense des valeurs républicaines. Est-ce que ça va durer? Est-ce que cette union nationale va durer? C'est la démocratie. On va pas dire qu'il n'y a pas deux choix possibles. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que cette union nationale qui a été affichée effectivement au lendemain des attentats va perdurer? Je vous disais que François Dorcival avait eu cette assez jolie métaphore d'une vague qui s'élève, et puis quand la mer se retire, finalement les débris restent, et il reste un certain nombre de choses quand la qui mer restent se sur la retire, grève. on s'aperçoit que la France est dans un état de fragilité grande, mais au moins on parle clair. L'Union nationale, elle est dans le moment de la crise immédiatement, mais effectivement, elle va se Elle peut fissurer pas quand il va s'agir de trouver des solutions, des réponses. Et pas dans c'est facile de dire aujourd'hui, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, mais on est même pas 15 jours après la mort de nos amis de Charlie Hebdo et des autres, quoi. Donc, dans l'émotion, on sait très bien que c'est jamais à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions. C'est jamais à ce moment-là qu'il faut ajouter des lois à des lois. Il faut essayer de faire respecter celles qui existent déjà, c'est déjà pas mal. Et puis essayer de réfléchir sur des questions de fond, parce que quand vous évoquez la question de l'école, etc., Najat Vallaud-Belkacem il y a eu des choses qui sont en train de se mettre en place. Attendons, c'est très lent. Il y a eu une remise en question question de tous ces gens-là, parce que tous les gens qui ont défilé, les officiels, j'entends, les officiels. Alors, moi je ne l'ai pas vu, mais alors j'espère que vous avez raison. Ils peuvent se dire aujourd'hui, peut-être que ce qui se passe en France actuellement, c'est un petit peu notre faute. À la tribune de l'Assemblée et du Sénat. C'est la reconnaissance d'une certaine impuissance de l'école républicaine à gérer les contradictions de la société française. Parce que après, il faut que les actes suivent, mais ils ont découvert qu'ils étaient impuissants. Mais vous pouvez pas vous étonner du fait qu'ils le disent pas ou qu'ils le disent, parce que si elle l'avait pas dit, ils auraient dit il nie la réalité. Et là, elle le dit. Moi, je ne l'ai pas entendu de cette façon. Moi, je n'ai pas vu cette classe politique UMP-PS, mais pourtant, qui est cette classe politique qui est fautive dans cette histoire en réalité, puisque si aujourd'hui on a l'islam en France, et si on a avec ces avatars extrémistes, donc il y a l'islam qui existe, il n'y aurait pas eu d'attentats islamistes, s'il n'y avait pas eu autant d'immigrés musulmans qui étaient entrés en France depuis 30 ans, je suis désolé, c'est la vérité. Et si en plus il y a les terroristes, c'est-à-dire il y a énormément de non-musulmans qui partent aussi faire le djihad. Au XVIIe siècle, quand il n'y avait pas de musulmans en France, ils se convertissent à l'islam comme ça? Non, ils sont convertis parce qu'ils rencontrent des gens et tout. Il faut arrêter ce débat-là. Donc cette faute-là, c'est la leur, c'est celle de l'UMP, c'est celle de la droite et de la gauche. C'est quoi la faute en fait? D'avoir amené cette situation. Mais c'est quoi? D'avoir ouvert les frontières totalement. Mais quand? D'avoir fait entrer l'immigration. D'avoir commencé à mettre des coups de pénis dans le principe de la laïcité depuis des années et des années. Les territoires perdus de la République, dès 2002, quelqu'un en parlait. Donc je suis désolé, c'est de leur faute. Il y a eu aucune remise en question. Simplement, je pense qu'il y aurait peut-être la possibilité de voir des majorités d'idées. Il y a des majorités d'idées qui peuvent se faire sur tel ou tel thème. Il y a une certaine majorité d'idées qui commence à se faire sur la laïcité. C'est une vérité. Et j'ai expliqué que moi, j'allais déposer une loi pour interdire le blasphème, d'interdire la loi condamnant le blasphème, en particulier en Alsace-Lorraine, parce que c'est quelque chose qui me semble absolument anormal. Bon, on a le droit de blasphémer. Voilà, c'est la France, on a le droit de blasphémer. La deuxième chose, en matière de sécurité. Lorsque l'on a voté la loi sur le terrorisme au mois de novembre de l'an dernier, c'était à la quasi-unanimité. Bon, et d'ailleurs, les représentants du Front National, si je me souviens, n'étaient pas là. Bon, mais ça a été à la quasi-unanimité qu'on a fait ça. Et donc, nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il est nécessaire de donner des moyens supérieurs. J'ai même proposé, moi qui suis un juriste, défenseur des droits de l'homme, comme on ne peut pas l'être. J'ai même proposé que, pendant une période donnée, on puisse admettre une certaine suspension des libertés. Qu'on puisse admettre que, sous le contrôle de l'Assemblée, il y ait des moyens extraordinaires qui soient donnés afin de pouvoir répondre par des moyens extraordinaires à la guerre qui nous est lancée à la figure. Parce que ça, il faut l'accepter à un moment donné. Le principe du corpus des libertés, il peut être, à un moment donné, mis, non pas en sommeil, mais diminuer un peu pour pouvoir répondre d'une autre manière à ceux qui nous attaquent. Donc avec vous, on a la double amende, la double peine. On a d'abord tout ce que vous avez fait depuis 30 ans qui ont conduit à cette situation-là, et puis maintenant que vous avez bien fauté, que vous êtes bien planté, que vous avez bien amené toutes les conditions d'une situation de limite de guerre civile qui est en France, en tout cas qui est de plus en plus, et maintenant, c'est vous qui allez nous dire on va réduire les libertés. De la guerre civile, non mais enfin n'importe quoi. Cette situation française, un mot quand même sur Marine Le Pen. C'est de votre faute, oui. Sur Marine Le Pen qui visiblement... Votre amie Marine Le Pen, elle a tout réussi pendant cette dernière période. Non, l'analyse... Ça ne vous aura pas échappé qu'elle n'a pas été au pouvoir. Elle justifie la torture, et vous trouvez ça très bien.
Elle justifie la peine de mort, vous trouvez ça très bien. Ben, restez Elle avec, n'a aucune restez avec responsabilité Mme dans Le cette Pen et la situation. torture. Restez avec contrairement Mme Le à Pen et la vous, peine de monsieur. mort. Marine Le Pen, qui elle, pour le coup, visiblement, n'a pas vraiment réussi, n'a pas réussi, oui, à exister pendant cette crise. Ce matin, Laurent Geoffrin dit c'est une démagogue forte en gueule, bien incapable de gouverner. Donc, sa présidente n'en est pas sortie grandie. En gros, elle n'en a Je ne suis plus aujourd'hui le porte-parole de Marine Le Pen. Tout ce que je vous dis sur Marine Le Pen, c'est que finalement, on devrait plutôt la louer d'une certaine façon, parce que quel a été son discours à l'issue de cette crise-là? Ça a été un discours très mesuré en réalité. Pour tous ceux qui sont objectifs sur la situation, qu'a-t-elle dit? Elle a dit pas d'amalgame, elle l'a dit, on n'attendait pas forcément ça d'elle, elle l'a dit, pas d'amalgame, faire attention, il faut lutter contre les terroristes et contre l'extrémisme islamiste, mais pas contre les musulmans, machin. Elle a finalement tenu un discours assez classique et assez mesuré. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'en a pas profité tant que ça. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, la description que vous faites, on peut être d'accord ou pas, de Marine Le Pen, conduit à penser qu'au fond, elle a été plus mesurée que vous ne l'êtes depuis quelques minutes dans ce débat. Non, mais exactement. De beau cœur, Mme Le Pen. Non, mais donc, à vous suivre, donc, en gros, le terrorisme est la conséquence des actions ou des manques d'action menés par l'UMP et le PS au pouvoir en France depuis 30 ans. Sur le plan de la politique internationale, par exemple, bien sûr, la Libye. Je suis désolé, la Libye, la Syrie aussi, puisque finalement on a voulu attaquer Bachar el-Assad et on a soutenu les rebelles qui aujourd'hui ont créé l'État islamiste. On ne va pas revenir là-dessus. Donc les conséquences de la politique étrangère, les conséquences de la politique intérieure, tout ça évidemment c'est la responsabilité des hommes politiques qui dirigent ce pays depuis 30 ans. Vous pouvez dire ça vient de l'univers, c'est du hasard absolu, je suis désolé. Au moment il faut regarder les choses en face. L'UMP et le PS est aussi au pouvoir en Angleterre, en Espagne. Il y a toute une classe politique libérale, centre-droit, centre-gauche, qui est effectivement fautive dans le désastre absolu de l'Europe à tous les niveaux, économiques, identitaires, sécuritaires, culturels et tout ce que vous voulez. Ça ne m'étonne pas. J'espère que les néofascistes que vous représentez resteront dans les limbes et n'iront pas au mais vous avez quitté, on n'a jamais su très bien dans quelles conditions, vous avez quitté le Front National la direction du Front National de la Jeunesse, et je vous pose la question en vous écoutant. Au fond, vous la trouvez trop à gauche, entre guillemets. Hein. Vous êtes un représentant, pour l'instant isolé, mais sait-on jamais, de l'ultra-droite. Non mais attendez, c'est quand même... Non ? Allez. Un procès contre lui. Joker. Allez, c'est la fin de l'émission. Vous êtes sauvés par le gong, comme dirait l'autre. Le dessin de Plantu que vous retrouverez à la une du Monde tout à l'heure, c'est sur la liberté d'expression. Mais cette fois-ci, c'est la CGT. Allez, j'ai envie de dessiner le visage de la CGT. Ouais, fais gaffe quand même. Parce que pour Plantu, effectivement, la CGT reste un des grands tabous du dessin, en tout cas en ce qui le concerne. Voilà, c'est fini.